Donc, je suis Drifa Choulet avec Maria Ternard. Comme vous le savez sans doute, nous avons cofondé le club Management et Leadership de Neoma Alumni. Nous sommes très heureuses d'accueillir aujourd'hui Michel Moutier, qui, outre le fait qu'il est également un alumni de Neoma, va nous parler résilience et optimisme aujourd'hui, appliqués aux managers. Managers qui ont été et qui sont ô combien sollicités, mis à contribution depuis 2 ans et qui font face, qui doivent porter de nombreuses transformations. Et j'aime bien l'idée, comme Michel et Juliane, son associé, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, j'aime bien cette idée que la résilience est une compétence à développer. Donc Michel, nous te laissons la parole pour une présentation d'environ 30 minutes qui sera suivie par un échange et par des questions avec vous, nous l'espérons. Merci Drifa, merci Maria, je suis également content d'être avec vous. Quelques petites informations. Donc oui, je suis un alumni Neoma. La première partie de ma carrière, j'ai eu un parcours classique, j'ai fait du conseil en organisation, en stratégie. Et depuis le début des années 2000, j'ai changé de focus. Et ce qui m'a fait changer de focus, c'est que chaque fois que j'allais dans les organisations, je voyais sur les murs de magnifiques affiches disant « Ne vous inquiétez pas, le capital humain, c'est vraiment un asset pour nous ». Et finalement, je m'apercevais que oui, c'était un asset, mais ce n'était pas traité autant que ce qu'il aurait fallu faire. Donc, je travaille sur ce sujet du bien-être en entreprise, well-being at work en anglais depuis le début des années 2000. On a fondé l'entreprise en 2012 à Paris. Nous sommes à Luxembourg depuis 2017. Et donc, à côté de mon cursus Neoma, je me suis formé à un certain nombre d'approches et techniques. Et la dernière était avec Harvard Medical School, à l'utilisation de techniques dites de pleine conscience pour traiter les problématiques de santé mentale. Voilà, vous savez à peu près tout. On va parler aujourd'hui de résilience. Il y a beaucoup d'idées reçues qui traînent sur la résilience. On parle énormément de résilience. C'est un mot qui est utilisé par tout le monde, y compris parfois par notre président. Et donc, nous allons, dans une première partie, essayer de voir un petit peu ce que c'est que la résilience et de quoi on parle quand on parle de résilience. Voilà. Je voudrais commencer par vous solliciter et que vous disiez dans le chat, quand on parle de résilience, qu'est-ce que ça vous évoque? Allez-y, tout est absolument possible. Et vous ne saviez pas que vous allez assister à une conférence et qu'il faudrait un petit peu travailler, je suis désolé. Le contraire du fragile, ok, survivre en pas trop mauvais état, oui, tout à fait, faire face, absolument. La résistance, ok. La capacité à rebondir, tout à fait. Oui, capacité à résister aux difficultés et rebondir, absolument. Le pardon, pourquoi pas. Oui, forcément, quand on parle de résilience, il y a de la remise en question. Gestion des émotions, tout à fait. Garder le cap, absolument. OK. Merci pour vos définitions. Maria, est-ce que tu peux… Je suis désolé, je fais appel à tes services. Voilà. Et encore un peu, encore un coup. Voilà. En fait, quand on parle de résilience, ce qui sort en règle générale, c'est ce que vous avez dit, plus la flexibilité, la gratitude, le fait, et ça c'est important, on va y revenir tout à l'heure, le fait qu'on soit persuadé qu'on peut faire quelque chose de plus grand. Alors, la première fois que le terme résilient, on va faire quand même un peu d'historique, la première fois que le terme résilience est apparu, c'était en 1620, on le trouvait dans la langue anglaise. Le mot a été utilisé en France pour la première fois en 1870, et à l'époque, c'était pour la résistance des matériaux. En fait, il y avait un nouveau type d'acier qui arrivait sur le marché, et on disait cet acier est résilient parce qu'il est résistant au choc. Et à partir de cette utilisation, je dirais, mécanique de départ,
En 1970, on a une nouvelle utilisation du mot résilience, cette fois-ci dans le domaine psychologique que l'on connaît, et la personne qui l'a introduit en France s'appelle, il est très connu, Boris Cyrulnik. Est-ce que tu... Merci beaucoup, encore un coup. Voilà, l'image que l'on a souvent quand on parle de résilience, et c'est l'image que j'avais avant de me pencher sur le sujet, cet homme à droite que nous connaissons tous, en se disant, pour être résilient, il faut absolument que j'ai cette image, ou je donne cette image de personnes insubmersibles, je résiste au choc quoi qu'il se passe, et si je suis résilient, c'est que je suis extrêmement fort. En fait, quand on rentre dans la définition du mot résilience, qui arrive tout de suite, hop. Si tu peux juste appuyer, Maria, s'il te plaît. Merci. La résilience, et ça rejoint une partie des choses que vous avez dites, c'est la capacité à rebondir à partir d'une problématique ou d'une difficulté, mais il y a un deuxième élément qui est important. Les gens qui sont résilients sont des gens qui sont orientés vers l'action. C'est-à-dire que le fait d'être résilient, bien évidemment, la première étape, c'est être résilient veut dire je vais accepter la situation. Et bien, en fonction de la difficulté de la situation qui se présente à moi, cette phase d'acceptation va être plus ou moins importante. Mais être résilient, c'est aussi, à partir du moment où j'ai accepté cette situation, c'est faire quelque chose, c'est passer à l'action. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait, entre les gens qui sont résilients d'un côté et ceux qui ne le sont pas. C'est d'une part l'acceptation de la situation, la façon dont je vais évaluer cette situation, et on va y revenir un peu après, et le fait que je m'oriente vers l'action. Donc, il y a vraiment, quand on parle de résilience, il y a vraiment trois piliers. Et encore une fois, cette phase d'acceptation peut prendre plus ou moins de temps. Ce que Drifa rappelait tout à l'heure est absolument juste, et c'est la bonne nouvelle. La résilience, c'est une compétence. La résilience, c'est quelque chose que l'on peut apprendre, et c'est quelque chose que l'on peut travailler. Alors, évidemment, travailler. Parce que nos cerveaux sont faits pour nous protéger. Donc, comme ils sont faits pour nous protéger, la partie ancestrale de notre cerveau, la partie reptilienne, va toujours davantage voir des difficultés parce que l'objectif est de nous protéger de tous les dangers. Donc, en fait, pour arriver à être résilient, il va falloir que l'on essaye d'évaluer les situations différemment. Donc, il va falloir qu'on essaye de penser différemment. Vous savez, en fait, pour être assez court, plus on a un certain type de pensée dans notre cerveau, plus on utilise un certain type de connexions. Et donc, plus les utilise, plus ça les renforce. Et quand un événement survient, notre cerveau va automatiquement faire la connexion avec le circuit de pensée qu'on utilise le plus souvent. Donc, pour arriver à être résilient, il va falloir que l'on développe en fait de nouveaux modes de pensée et que l'on développe donc de nouvelles connexions. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux juste encore un tout petit peu, avancer? Voilà, merci. Il y a deux critères, il y a deux éléments qui sont importants quand on parle de résilience. C'est des éléments dont on a besoin globalement en dehors de la résilience. Le premier, c'est un certain degré de self-awareness, ce qui veut dire être conscient de ce qui se passe, ou en tout cas se poser des questions sur ce qui se passe. Se poser des questions sur, tiens, je ressens quelque chose, qu'est-ce que c'est comme émotion? Et puis, tiens, mon émotion, elle a été déclenchée par quelque chose. Donc, quelle est la pensée? Vous voyez? Donc, pour arriver à être résilient, comme pour un certain nombre d'autres approches, il faut qu'on développe cette capacité à se
à se poser des questions sur ce que l'on ressent, sur ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Et donc, de temps en temps, se dire, tiens, j'ai une émotion, je ressens quelque chose, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui l'a déclenché, voilà. Ça, c'est un des premiers facteurs que l'on pourra qualifier soit de facteur protecteur ou en tout cas de facteur qui va favoriser le fait d'être résilient. Le deuxième facteur, on va y arriver. Oui, si tu peux encore cliquer un tout petit coup. Le deuxième facteur, c'est, pour passer au suivant, c'est la self-regulation. C'est la capacité à agir sur nos pensées. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est évident. De la même manière, c'est quelque chose qui demande un peu de travail. Mais pour être entré plus facilement dans la résilience, à côté de cette self-awareness, la partie self-regulation, la capacité à essayer de voir les choses de manière différente, va être un point également important. De la même manière, cette capacité de self-regulation, c'est quelque chose que l'on peut travailler et qui nous demande, pareil, de la pratique. Alors, la façon pour être résilient, la clé, c'est la façon dont on va évaluer une situation, quelle que soit cette situation. Et la question qui va se poser, ou en tout cas, c'est de dire, est-ce que la pensée que nous avons maintenant dans la situation, est-ce qu'elle nous aide ou est-ce qu'elle nous dessert? On va prendre un exemple très concret. On va se dire, j'ai énormément de travail, j'en peux plus, j'en ai par-dessus la tête. La question qui va se poser, c'est quelle est la pensée qui va surgir? Est-ce que la pensée qui va surgir, c'est de dire, j'en peux plus, je ne peux plus faire face? Ou est-ce que la pensée qui va surgir va être de dire, OK, j'ai énormément de travail, mais… Et le mais va être très, très important parce que c'est le mais qui va nous conduire après à commencer à voir les choses différemment et à l'action. Donc, la première chose vraiment importante et qui va sous-tendre cette problématique de résilience, c'est la manière dont on va évoluer la situation. Et la difficulté que l'on a, liée à ce que je disais tout à l'heure sur la partie reptilienne du cerveau, c'est que quand on a du stress, bien évidemment, dans la majorité des cas, les pensées qui vont surgir sont des pensées négatives. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est… Ah, est-ce qu'on peut juste revenir en arrière une demi-seconde, Maria? Voilà. La deuxième partie importante, c'est le fait d'avoir des émotions productives. Alors, qu'est-ce qu'une émotion productive? L'émotion productive, il y a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est une émotion qui est adaptée à la situation, et la deuxième, c'est qu'elle est au bon niveau. Je peux très bien, dans une situation, adaptée à la situation, ça veut dire que l'émotion que je ressens correspond à la situation que je vis. Je peux très bien me retrouver dans une situation à ressentir de la rage. Et la rage peut être une émotion productive parce que la rage, par rapport à quelque chose que je trouve, par exemple, injuste, la rage va m'amener à agir. La rage peut être un moteur pour moi. Quand je dis le deuxième point, the right level, je vais prendre un autre exemple. L'anxiété est une émotion intéressante parce qu'un peu d'anxiété peut nous amener, on a quelque chose de peu difficile à faire, un peu d'anxiété peut nous amener à dire, tiens, il faut que je travaille le sujet qui arrive. Et mon moteur va être l'anxiété. Par contre, si je suis débordé par mon anxiété, je vais être complètement paralysé. Donc ça, c'est le right level. Et à la fois, la pensée que je vais avoir et le type d'émotion, le niveau d'émotion que je vais avoir vont être influencés par l'évaluation que je fais de la situation. Si je reviens sur mon exemple précédent, si je me dis « aïe, 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 je suis débordé par le travail » et que la pensée qui surgit est « je ne vais jamais y arriver », je ne peux plus avancer. Je ne peux absolument plus avancer. D'accord? Donc, une fois qu'on a dit ça,
On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail et on va parler voilà, de la manière dont les choses se passent. Donc ça, c'est tiré de tous les travaux faits en thérapie brève, Cognitive Behavioral Therapy, dont Aaron Beck était, puisqu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, l'un des fondateurs. En dehors du cercle, il y a quelque chose qui ne figure pas, qui est un événement qui va surgir. Et c'est cet événement qui va surgir, ou quel qu'il soit, qui va déclencher une pensée, émotion, sensation dans le corps. Mais ce qui se passe parfois aussi, c'est que j'ai pensée, émotion, et j'ai juste après pensée, behavior, besoin d'agir, besoin de faire quelque chose. Et ce qui se passe, c'est le trigger, la situation arrive, on en est conscient, et ensuite on est conscient de notre émotion et de notre réaction. Mais le milieu, l'interprétation, c'est notre boîte noire. Ça, on n'en est pas conscient. C'est quelque chose qui va se faire de manière automatique. D'où le fait qu'il faut que nous, entre guillemets, travaillions notre self-awareness pour essayer d'être conscient de ce qui se passe. Et une fois que notre pensée surgit, essayer d'évaluer la situation différemment pour que notre pensée prenne une autre nature. Et on va y rentrer tout de suite en parlant de ce qui est pour moi le cœur du moteur de la résilience, le cœur du réacteur de la résilience, c'est l'optimisme. Quand on pense optimisme, là aussi, il y a des clichés, on est dans le pays des bisounours, on voit tout en rose, etc., etc. La version là qu'on vous propose de l'optimisme est la version qui est très popularisée par Martin Seligman, le père de la psychologie positive. Il dit la chose suivante, il dit, en fait, l'optimisme est composé de deux dimensions. La première dimension s'appelle le dispositional optimism. Ça consiste à dire, je vis quelque chose, j'ai quelque part au fond de ma tête le fait qu'il va se passer quelque chose de bien. Pas de souci, il va se passer quelque chose de bien. Ça, c'est une dimension qui ne nous intéresse pas énormément, parce que c'est une dimension sur laquelle on n'a pas beaucoup de prise, en fait. C'est une dimension qui est extrêmement liée à, je dirais, à nos caractéristiques propres. Par contre, il y a une deuxième dimension qui, elle, est beaucoup plus intéressante. Si tu peux juste un tout petit peu avancer, Maria, de deux coups, encore un petit coup, encore un petit coup. Voilà. La deuxième qui est beaucoup plus intéressante, c'est la partie explanatory. Et c'est là-dessus que l'on va travailler. La partie explanatory, c'est la manière dont je vais évaluer la situation. Et là-dessus, j'ai la main. Autant sur la première partie, j'ai pas la main, autant sur la deuxième partie, qui est la façon dont je vais voir la situation, là, et c'est vraiment la bonne nouvelle, là, j'ai la main. On va passer, voilà, on va passer, encore un petit coup. Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà. En fait, la première chose dans cette partie explanatory, c'est interne par rapport à externe, la façon dont je vais m'expliquer la situation. Interne par rapport à externe, ça veut dire, est-ce que quand quelque chose arrive, immédiatement, je vais focaliser sur l'interne, je vais focaliser sur moi et je vais me dire, ah, ça y est, c'est de ma faute, tout est de ma faute, etc., etc. Et puis, on va retrouver des mécaniques qu'on connaît bien, de jugement, de culpabilisation, etc., etc. Ça, c'est le premier élément de la partie évaluation et explanatory. Bien évidemment, c'est le type de pensée qu'on a tous et toutes. Mais voilà, ça, c'est la première dimension. La deuxième partie de cette internal versus external est la partie externe. Et dans la partie externe, c'est si je fais l'analyse de la situation, est-ce que j'attribue ce qui se passe aussi à des facteurs externes? L'idée n'est pas de dire
j'attribue tout aux facteurs externes et moi, je suis responsable de rien, bien évidemment. On va avoir une approche équilibrée. Mais généralement, quand il se passe quelque chose, il peut y avoir des facteurs qui nous sont propres, mais il peut aussi y avoir des facteurs qui sont des facteurs externes. Et le fait de voir ces facteurs externes, ça va d'un seul coup aussi nous donner une vision de la situation qui est différente. Encore une fois, je ne rejette pas ma responsabilité, mais je me dis que dans mon évaluation de la situation, il y a également des facteurs externes et que ces facteurs externes ont joué un rôle dans ce qui se passe. Donc, du coup, vous voyez, c'est le premier élément. Ça va me permettre d'essayer d'avoir une approche équilibrée ou de commencer à avoir une approche équilibrée. Et si je suis, et on y est toutes et tous, beaucoup dans le self-jugement en disant oui, tu n'aurais pas dû faire ça, pourquoi t'as et c'est toujours pareil, etc., etc. Si j'injecte dans ma pensée des facteurs externes, ça va commencer à donner moins de poids à cette partie interne où je vais m'auto-flageller. Donc, première dimension, interne ou externe dans mon évaluation de la situation. Deuxième dimension, extrêmement importante, et extrêmement importante parce que ça va nous donner, voilà, merci. La deuxième partie extrêmement importante parce qu'à partir de là, on va pouvoir commencer à réfléchir à des pistes d'action. Et là, c'est est-ce que je suis sur quelque chose de stable et d'immuable ou est-ce que je suis sur quelque chose dont je me dis oui, ce n'est pas immuable, ça pourrait changer, ça pourrait être temporaire. Vous voyez ? Et on commence à revoir un peu le film de nos pensées, parfois. Vous voyez ? Si je reprends une pensée négative, le film de la pensée derrière ça, c'est de toute façon, je ne peux rien y faire parce que ça ne changera jamais. Vous voyez ? Voilà, c'est immuable. Ce sera tout le temps comme ça. Quoi que je fasse, ça ne changera pas. Vous voyez ? Et si je suis, encore une fois, dans ce type de pensée, bien évidemment, on disait résilience égale action, il est absolument clair que je ne vais pas entamer la moindre action. Et au contraire, le fait de penser ça pourrait être pour moi un prétexte pour ne rien faire. Je ne vais pas faire quelque chose. Ça ne changera jamais. On n'y arrivera pas. Et si on fait tout de suite un parallèle dans le monde de l'entreprise, ce client, mais attendez, c'est pas la peine. On le traque depuis 3 ans. On a tout essayé. On n'arrivera jamais. Ça ne changera jamais. Vous voyez ? Donc là aussi, si je laisse une ouverture et que je dis oui, mais dans mon évaluation de la situation sur cette deuxième dimension, il y a des choses qui pourraient être temporaires, ça va tout de suite ouvrir une porte et ça va tout de suite m'amener davantage dans une action potentielle. Et enfin, quand on parle d'optimisme, merci beaucoup, il y a une troisième partie qui est extrêmement importante, c'est est-ce que cette problématique est globale ou est-ce qu'elle est spécifique ? Autrement dit, est-ce que tout est comme ça ou est-ce que ça ne concerne qu'une petite partie ? Est-ce que quand je vais penser à ma problématique, vous savez, il y a les thérapies brèves ont identifié entre 12 et 15 pensées qu'ils ont appelées les distorted thoughts. Et dans les distorted thoughts, il y en a une qui s'appelle catastrophizing. Et global versus spécifique, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je commence à avoir j'ai une pensée négative, et à partir de là, comme mon cerveau est extrêmement bien fait, il va chercher dans ma base de données interne des éléments qui corroborent cette pensée négative. Et je vais commencer à monter, vous savez, ça a commencé à spiraler. Je parle de là, puis je construis, puis je construis, puis je construis. Et en fait, ça devient quelque chose de gros ou quelque chose de peut-être beaucoup plus gros que la problématique de départ. Et je me retrouve d'un seul coup dans une espèce de spirale en me disant « Ouh là là,
je regarde la spirale comme si c'était l'Himalaya. Donc cette partie-là est vraiment une partie importante. Est-ce que c'est global, vraiment global, ou est-ce que finalement ce qui se passe va avoir un impact limité, va avoir un impact spécifique? On va prendre un exemple très concret. Je suis chef de projet, j'étais sur un projet extrêmement important, il se trouve que mon projet n'a pas été délivré dans les temps ni comme il le devrait. Est-ce que, si je suis là, je me dis d'un seul coup, ça y est, bon, je vais avoir des problèmes avec mon chef, je vais perdre mon travail, ma femme va divorcer, je vais perdre ma maison, mon banquier va m'appeler toutes les 5 minutes, etc. Vous voyez ? Et cette dimension-là est également une dimension extrêmement importante pour arriver, et on revient à la gestion des émotions, pour arriver à ce qu'en termes d'émotions, mon émotion soit au bon niveau. Si je me laisse entraîner dans une pensée de type catastrophizing, d'un seul coup, j'ai toutes les chances que mon anxiété grimpe à des niveaux extrêmement importants. Qui dit anxiété grimpe à des niveaux extrêmement importants, ça devient très difficile de prendre des actions, ça devient très difficile de choisir des actions pertinentes, et on voit toutes et tous ce que ça veut dire. Si j'arrive à me dire, OK, les conséquences de ce qui s'est passé, ça va être ça. Ça va être spécifique, ça va être limité, et donc à ne pas amener d'autres problématiques spécifiques liées à celle-là. Encore une fois, la manière dont je vais juger la situation va être différente, la manière dont je vais me sentir va être différente, et les capacités que je pourrais avoir pour avancer vont être intactes, ou en tout cas, elles vont encore exister. Ça, ce sont les 3 dimensions de l'optimisme. Évidemment, dit ici entre nous, c'est très facile à comprendre. La vraie difficulté et le vrai travail, quand on parle de ce type de sujet, c'est véritablement de les pratiquer. Pour que je puisse progressivement, et c'est vraiment quelque chose de progressif, évaluer les situations difficiles de manière différente, il faut que je m'entraîne régulièrement à les voir de façon différente. Donc, il faut que je prenne une situation qui m'arrive ou qui m'est arrivée et j'essaye de choisir au départ une situation qui n'est pas trop compliquée ni trop chargée émotionnellement pour essayer de me dire, OK, et si je la voyais différemment, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que, et je reprends mes 3 dimensions d'optimisme, interne versus externe, quelle est vraiment ma part de responsabilité et quels sont les facteurs externes. Et pour ça, je peux essayer de regarder quels sont les faits. Il y a un point qui est important, il ne faut pas oublier que les pensées ne sont pas des faits. Et on a tendance à l'oublier, tendance à dire, ça y est, hop, j'ai une pensée, donc c'est la vérité. Non. Et il y a autre chose qui est liée à ça et qui est parfois également difficile à accepter, c'est le fait que l'objectif de notre cerveau n'est pas de nous présenter la vérité telle qu'elle est. Il n'est pas conçu pour ça. Notre cerveau est conçu pour nous permettre de perpétuer le genre humain. Donc, il se focalise bien évidemment, naturellement, toujours plus facilement sur les dangers potentiels que sur le reste. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à accepter. Et donc, quand on va commencer à essayer de regarder la situation différemment, même quand on a une pensée négative, ça va nous permettre progressivement de prendre aussi un peu de distance par rapport à nos pensées et de se dire non, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait juste. Interne versus externe, ou bien est-ce que c'est changeable, enfin c'est immuable, ou il y a des choses qui peuvent bouger, ou alors est-ce que c'est global, ou finalement c'est relativement spécifique. Vous voyez, donc progressivement, il faut faire l'exercice avec des choses qui ne sont pas trop difficiles pour s'entraîner à ça, pour progressivement
bâtir de nouvelles connexions neuronales. Et plus je bâtis ces connexions, plus elles vont prendre de la place dans mon cerveau, et plus, quand un événement arrive, il y a des chances que mon cerveau utilise ces connexions. Parce qu'à côté, mes connexions traditionnelles, je vais moins les utiliser. Donc, elles vont prendre moins d'importance dans mon cerveau. Donc, si on regarde ici optimisme par rapport à pessimisme, donc l'optimisme, c'est ce que l'on disait. Premier élément, interne versus externe. Deuxième élément, est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent bouger? Et troisième élément, est-ce que c'est spécifique ou est-ce que c'est absolument global? Et bien évidemment, ça paraît évident. Quand on regarde de l'autre côté, le pessimisme, c'est tout l'inverse. Je suis pessimiste, tout est de ma faute. Et si je commence comme ça, on voit très bien la pente sur laquelle je vais aller. Deuxièmement, ça ne changera jamais. Donc, c'est aussi potentiellement pour moi un prétexte pour ne rien faire. Ah, ça ne changera jamais, on n'y arrivera jamais. Et le 3, c'est global. Donc, la chose qui m'est arrivée, ça va atteindre toutes les différentes parties de ma vie. Ça y est, c'est terminé, plus rien ne va. Vous voyez? Donc, voilà. Et ça a des conséquences. Alors, optimiste par rapport à pessimiste, il y a plein de types de conséquences. Bien évidemment, premier type de conséquences, là, on est sur une problématique notamment managériale. On va le voir, et vous l'entrevoyez déjà, les utilisations sont extrêmement, extrêmement larges. Mais il y a d'autres facteurs qui sont vraiment intéressants, qui sont des facteurs liés à la santé. Premier élément, bien évidemment, on va pouvoir faire face au stress de façon plus importante. Enfin, en tout cas, on va pouvoir éviter de se retrouver parfois dans des spirales de stress qui sont extrêmement élevées. Ça va... strong social support, oui. Un point qui est important aussi, c'est qu'en règle générale, les personnes qui sont davantage optimistes n'auront pas de souci à demander de l'aide, n'auront pas de souci à demander conseil. Vous voyez, probablement également parce qu'elles ne vont pas se retrouver dans leur bulle de pessimisme ou dans leur bulle de négativité en se disant finalement je suis bon à rien, je rate tout, plus rien ne va, avec cette difficulté à ce moment-là d'aller vers les autres en se disant les autres vont me juger, ça va être une catastrophe, etc. Donc, bien évidemment, le point numéro 4, les optimistes ont moins de chances, moins de risques en tout cas, de souffrir de dépression. Ça aura un effet sur le système immunitaire, bien évidemment, et ça aura un effet sur l'activité cardiaque. Et globalement, ça va me permettre aussi d'avoir la sensation d'avoir une vie plus équilibrée et aussi de se dire, mais d'accroître ma confiance en moi, parce que je me rends compte que face à des situations que je jugeais avant difficiles, impossibles, etc., je peux y faire face, je peux y arriver, je peux les gérer. Alors au début, c'est pas forcément évident, mais plus ça avance et plus je me retrouve face aux mêmes situations, plus je vais pouvoir me dire, et mon cerveau va avoir mémorisé quelque part, le fait que j'ai réussi à y faire face et que j'ai réussi à y faire face de manière successful. Donc ça, ce sont les bénéfices globaux de l'optimisme. Maintenant, si on fait un focus sur le management et les équipes, la première chose que j'ai écrite, c'est « never give up ». Ça paraît aussi un peu parfois manichéen,
Bien évidemment, toutes les situations ne proposent pas et n'offrent pas le même type d'action possible. Il y a des situations qui sont extrêmement difficiles et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, pour lesquelles on mettra beaucoup de temps avant d'arriver à les accepter, à vivre avec, etc. La deuxième chose que je trouve vraiment importante en termes de management, c'est dans la partie explanatory, les parties, est-ce qu'il y a des choses qui sont immuables ou est-ce qu'il y a des choses qui sont temporaires, et puis qu'est-ce qui est global et qu'est-ce qui est spécifique. Parce que ça va me donner des leviers ou des leviers potentiels d'action. Et à l'inverse, ça va aussi m'aider à me dire et à focaliser mon énergie. Si véritablement il y a des choses qui sont immuables, ce n'est pas la peine que je continue à dépenser de l'énergie là-dessus. Et il faut que j'essaye de ne pas ruminer par rapport à ça. À l'inverse, il y a peut-être des ouvertures quelque part. Et je vais essayer de screener un peu pour voir où sont les ouvertures. Vous voyez ? Donc, il y a cette partie d'acceptation de la situation, mais il y a aussi, après, cette partie de quelques portes qui peuvent s'ouvrir en disant, là, je pourrais faire des choses. Bien évidemment, le point numéro 3, la pratique de l'optimisme va me permettre d'essayer de faire une évaluation de la situation qui soit plus équilibrée et de ne pas me laisser trop emporter par mes émotions, en essayant progressivement d'arriver face à des situations identiques à les réguler, en tout cas à les réguler le plus possible. Le dernier point me paraît également extrêmement important parce que ce que je disais au départ dans la définition de la résilience, être résilient, ça veut dire aussi, à un moment donné, passer à l'action. Et ça, c'est cette partie-là qui est vraiment importante. Passer à l'action, pourquoi ? Si je reprends mon exemple de chef de projet, bon, ok, aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, j'ai digéré le tout, j'ai regardé ou j'ai essayé de faire une analyse la plus précise de la situation, mais la partie remain in action mode, ça veut dire qu'est-ce que j'en tire ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Et si j'ai fait l'analyse interne-externe, j'aurai plus de chances d'avoir une vision équilibrée de ma responsabilité et de ce qui est lié à l'environnement. Et dans la partie ma responsabilité, la question que je vais pouvoir me poser, c'est de dire qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois ? Est-ce que j'ai besoin de compétences supplémentaires ? Est-ce que j'ai mal évalué la charge de travail ? Je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment important. L'autre point important derrière, et que je trouve vraiment important derrière la résilience, c'est la notion d'erreur. On est toutes et tous susceptibles de faire des erreurs, ça c'est absolument clair. Donc, pour moi, l'un des grands outputs de la résilience, c'est d'apprendre de ces erreurs. L'erreur est une source d'apprentissage, à condition, bien évidemment, voilà, faire tout un tas de choses, mais l'erreur est une source d'apprentissage. Ça veut dire aussi, et je reviens au point 1 interne par rapport à externe, que la partie je m'auto-flagelle parce que j'ai fait une erreur diminue et soit un peu contrebalancée par les facteurs qui sont des facteurs externes. Mais je trouve que cette notion d'erreur, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'inverse étant, surtout on ne fait plus rien parce qu'on risque de faire des erreurs. C'est absolument dramatique. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur la résilience et en essayant d'être concret sur les choses que l'on peut en sortir. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses dans la résilience. Ce dont on vient de parler maintenant, c'est un extrait d'un programme de 8 semaines que nous menons sur ce thème de la résilience. Pourquoi 8 semaines ? Parce qu'il faut du temps pour prendre de nouvelles habitudes, il faut du temps pour prendre de nouvelles empreintes. Et la façon dont on fonctionne, c'est qu'entre les sessions, il y a des mises en situation, il y a des mises en pratique. En tout cas, on utilise le matériel qui se présente à nous pour travailler sur ces approches et essayer de voir comment on pourrait voir les choses autrement. Dans notre programme de 8 semaines, on parle aussi beaucoup des distorted thoughts que nous avons toutes et tous.
en s'entraînant à les repérer. Et l'une des choses que l'on fait, que l'on conseille en règle générale sur ce type de pensées, quand elles sont récurrentes, c'est d'essayer de leur donner des noms, stupides si possible. Et plus je donne un nom à une pensée récurrente qui me gêne et qui revient, plus je me distancie de cette pensée. Donc on revient sur le self-awareness et cette notion de les pensées ne sont pas des faits, il faut que j'essaye de prendre de la distance par rapport à ça. Voilà. Merci Michel. Écoutez, on va vous inviter, après ce passionnant exposé, à poser vos questions à Michel à travers le module questions-réponses. Ça nous permettra de les centraliser à ce niveau-là avec Maria et Michel. N'hésitez pas, la ligne est ouverte. Absolument. J'avais une première question tout à l'heure, ben, je vais y répondre tout de suite. Est-ce qu'on est résilient parce qu'on passe à l'action ou est-ce que c'est parce que ou est-ce que c'est parce qu'on est résilient qu'on passe à l'action Je penche bien évidemment pour la deuxième partie. Mais dans tous les cas de figure, ce que l'on s'est dit, c'est que les deux sont absolument indissociables. Et et le vrai bénéfice de ça, c'est que ça va me permettre d'avancer. Je vais essayer de ne pas rester au même endroit et de me retrouver figé dans la problématique et la situation telle qu'elle est. Est-ce que la résilience est plus une approche individuelle? Elle est d'abord individuelle, comme toutes les approches de ce type-là, mais c'est une approche qu'on peut et qu'on conseille d'utiliser en équipe. Quand on a travaillé pour PayPal, ils l'ont utilisé d'abord au niveau individuel et ensuite on les a amenés à l'utiliser avec leurs équipes. Et la façon de l'utiliser avec ces équipes, on peut l'utiliser par exemple dans les réunions d'équipe pour amener les participants, pour leur demander leur évaluation de la situation et les amener progressivement à essayer de voir les choses sous des angles un peu différents. Pour parvenir à ça, bien évidemment, il faut que le ou la manager en question pratique déjà la résilience. Comment travailler le droit à l'erreur en entreprise? C'est un grand sujet. Je pense qu'on est plusieurs à pouvoir répondre à ce sujet. Il y a beaucoup de dimensions. Il y a des dimensions qui sont des dimensions culturelles, qui sont extrêmement prégnantes. Il y a des dimensions individuelles. C'est aussi qu'est-ce que j'ai comme rapport avec l'erreur, mon rapport personnel à l'erreur. Pour moi, bien évidemment, c'est vraiment quelque chose qui doit être instillé, comme toujours, depuis le haut. C'est une démarche. Voilà, si je vois que mon manager, membre du comité de direction, sait de temps en temps reconnaître ses erreurs et en tirer les conclusions et se comporter de manière liée à ça, bien évidemment, ça va donner le ton. Mais l'autre chose, bien évidemment, c'est on essaye de faire en sorte que les mêmes erreurs ne se répètent pas trop. Sinon, on a un autre type de problème. Mais le droit, je trouve que le droit à l'erreur est un droit fondamental parce que c'est celui qui va nous permettre de prendre des initiatives et qui est lié à l'autonomie, à l'innovation, à tout ce qu'on veut, quoi. C'est rare qu'on réussisse du premier coup.
pas d'autres questions, profitez de la présence de Michel. Ah, il y en a une qui arrive. Magali, sur le don't give up. Quelle est la question? La question, c'est que… Ça arrive. Peut-être qu'elle tape. Sinon, on a une autre question. Tout le monde est-il capable de faire preuve de résilience? Oui. Oui, alors, oui, puisqu'on disait au départ que la résilience est une compétence. Après, c'est comme pour la gestion du stress, c'est-à-dire il y a aussi des facteurs qui sont des facteurs génétiques qui font qu'on n'a pas toutes et tous la même résistance au stress. Mais globalement, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on peut, c'est une compétence et donc c'est quelque chose que l'on travaille, ça c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec ce point. Optimisme suppose endurance, mais parfois à l'extrême, on ne voit plus qu'on devrait s'arrêter et abandonner. Attention, optimisme peut entraîner épuisement. Dans les facteurs protecteurs dont je parlais tout à l'heure, il y a je vous parlais tout à l'heure de self-awareness et de régulation. Bien évidemment, quand on fait preuve de self-awareness, je sais où j'en suis. L'idée de l'optimisme n'est pas de dire je vais aller au-delà de mes limites. Bien sûr que non. Ça, c'est absolument clair. L'optimisme peut-être permettre de voir ses limites différemment, mais au-delà d'un certain seuil, il est évident qu'il faut absolument pas aller. L'optimisme est une approche permettant de vivre mieux un certain nombre de situations. Donc, c'est pas, vous voyez, si on va au-delà de ces limites, ça vient en contradiction avec ce que l'on attend fondamentalement de l'optimisme. Il y a aussi… Oui, l'optimisme peut laisser penser qu'on a plus d'impact et que l'environnement est davantage capable d'évoluer. Oui, absolument. Mais en fait, ça nous ramène vraiment à une évaluation la plus froide possible et factuelle possible de la situation. Il arrive des moments où, c'est clair, on dit ça ne bougera pas, ça ne pourra pas bouger. Si on a fait ce constat-là, c'est terminé. On ne va pas s'acharner à partir du moment où on a fait ce type de constat. Et donc, l'idée, c'est pas de dire je vais tout peindre en rose et quoi qu'il se passe, je vais faire face. Non, non. C'est d'essayer de faire une évaluation la plus factuelle possible de l'environnement. Et il y a des moments où, quand je fais l'évaluation de la situation, que j'essaie de la faire de la manière la plus factuelle possible, je m'aperçois que c'est plus possible. Donc, à ce moment-là, on en tire les conclusions qui s'imposent. Michel, c'est un optimisme a priori, si j'entends bien. Oui, c'est un optimisme travaillé, absolument. Oui, tout à fait, absolument. C'est exactement ça. Il est bien évident que l'optimisme ne doit pas nous amener dans le déni. Ça, c'est sûr, c'est clair. Mais on s'aperçoit aussi souvent que nos évaluations de la situation sont influencés par de multiples facteurs qui sont pas tout à fait vrais, qui sont influencés aussi par notre humeur du jour, qui sont influencés par notre forme physique, qui sont influencés par tout ça. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision un peu plus équilibrée. Il y a une autre question, est-ce qu'on a des stats? Il est optimisme et burn-out. Les optimistes sont-ils plus sujets à l'épuisement? En fait, c'est le contraire.
C'est exactement le contraire. Il y a des statistiques sur optimisme et mortalité. Et a priori, je dis bien a priori, alors on va mettre des grandes guillemets parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent l'influencer, les optimistes ont moins de chances, notamment, d'avoir des problèmes cardiaques que les autres, notamment. Après, encore une fois, la question du burn-out, pour moi, rejoint la question du déni et rejoint la question des limites. Quand on sent que, parce que le burn-out, c'est quelque chose qui se manifeste de manière progressive, quand on sent qu'on est sur cette pente-là, il y a un certain nombre de signes qui vont se répéter. C'est extrêmement important de les prendre en compte, c'est extrêmement important de voir ce que l'on peut faire par rapport à ces signes avant d'arriver au burn-out. D'où aussi mon propos sur l'évaluation de la situation. Et encore une fois, quand j'estime qu'il n'y a plus de porte de sortie dans cette situation et que j'ai fait le tour de tout le possible, je ne vais surtout pas et sûrement pas m'acharner. Surtout pas. On avait une question aussi, que faire face à un collaborateur qui ne veut ou ne peut pas? Être optimiste? Ah, qui ne... Oh C'est beaucoup dans ton environnement, ça, Drifa. Tu me passes le bébé, là. Non, je peux faire une... faire coacher. Je peux faire une partie de réponse. La partie de réponse, c'est que, comme souvent avec ce type d'approche, il faut y aller progressivement. C'est-à-dire qu'en fait, on va y aller de proche en proche. Si moi, je suis manager et que je fais preuve d'optimisme, bien évidemment, je ne m'attends pas à ce que tous mes collaborateurs, d'un seul coup, sautent de joie et disent « Youpi, on est tous optimistes du jour au lendemain ». Non, on va y aller progressivement et je vais essayer de faire réfléchir les uns et les autres à la situation en essayant de les amener à la voir un petit peu différemment. C'est un travail de longue haleine. Après, oui, bien sûr, on tombera toujours à un moment donné sur des personnes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas aussi à ce moment-là en capacité de voir les choses autrement. Il y a ça aussi. Donc, il y a une palette, il y a toute une palette de cas et de situations qui se présentent, bien sûr. Peut-être Michel, pour compléter, si je peux me permettre, sur cette histoire, par exemple, de personnes qui catastrophisent tout, en fait, qui voient tout en négatif. Quand ce sont des collaborateurs, on peut très bien après montrer que que la Terre ne s'est pas écroulée, que la météorite n'a pas tout fait sauter, et de dire vous voyez, en fait. Mais comme tu dis, on changera pas tout le monde, hein, c'est évident. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est essayer progressivement de mettre des éléments factuels pour briser cette pensée de catastrophisme. Et il va falloir les répéter. Il va falloir une fois, deux fois, trois fois, voilà, réitérer jusqu'à ce que progressivement on se dise ah oui, tiens. Pouvez-vous donner des exemples des types d'interventions que vous faites? Oui, absolument. On a beaucoup de programmes de formation. Donc, celui-là est un programme de formation de 8 semaines à raison de 30 minutes par semaine. On travaille beaucoup sur la pleine conscience, mindfulness at work, où là, c'est pareil. On est sur des programmes de 8 semaines et on couvre différents sujets qui vont du temps qu'on passe à être en autopilote à nos schémas de pensée. Et on fait bien évidemment un lien très fort avec l'activité dans l'entreprise. Et on va travailler après sur le mode de communication, sur la façon de conduire les réunions, sur la mode de prise de décision, sur la façon de diriger une équipe, etc. etc. La brique de base est toujours la même. La brique de base, c'est d'accroître ma self-awareness, ma perception de moi-même pour être toujours le plus conscient possible de ce que j'induis
de la manière dont je fonctionne et dont les autres fonctionnent. L'un des thèmes qui est souvent vraiment, qui ressort souvent de manière importante dans nos interventions, en tout cas quand on parle de mindfulness at work, c'est le thème de la communication. Comment on va communiquer autrement? On va retrouver le droit à l'erreur dont on parlait tout à l'heure. Comment on va communiquer autrement? Comment on laisse la parole à tout le monde? Comment on inclut tout le monde? Comment on est donc derrière cette approche, il y a derrière ces approches, il y a beaucoup d'éléments liés à l'inclusion, bien évidemment. On a trois questions là dans le Q&R. Est-ce qu'il y a On ne peut pas changer les autres, mais on pourra les influencer, absolument. La seule personne que nous puissions changer, ça va rester nous-mêmes. Il y avait une Face à un question. collaborateur toujours négatif, il m'est déjà arrivé de lui demander qu'est-ce que cela vous apporte de voir les choses comme ça? Ou si vous me trouvez trop optimiste, que pensez-vous que cela puisse m'apporter? Oui, qu'est-ce que ça vous apporte de voir les... Oui, qu'est-ce que ça vous apporte de voir les choses comme ça est une bonne question, je trouve. Je trouve que c'est vraiment une bonne question. Pour moi, la première question, c'est vraiment comment voyez-vous les choses et de tirer le fil, en fait. Parce que derrière la façon dont je vois les choses, il y a plein d'éléments. Donc vraiment de tirer le fil, de questionner. Et comme on disait tout à l'heure, de mettre en fait régulièrement des éléments factuels pour essayer de faire changer un peu changer le shift, quoi. Tout à fait. Donc, il y avait une question sur est-ce qu'il y a un lien entre hypersensibilité et résilience? Je dirais presque de la même manière qu'il y a un lien avec la gestion du stress. Oui. Encore une fois, face au stress ou face aux problématiques, on ne va pas être égaux. Cette non-égalité est liée à énormément de facteurs, à des facteurs génétiques, à nos expériences, à notre éducation, à la culture, à l'entreprise dans laquelle on travaille, etc. Mais oui, bien sûr. Pour moi, le lien est le même que le lien qui est lié à la gestion du stress, en fait. On demande aussi si tu as des références littéraires pour aller plus loin sur le sujet. Oui. Je trouve que pour parler de résilience, il faut regarder les travaux de Martin Seligman, le père de la psychologie positive. Je trouve c'est vraiment, ce qu'il fait est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à chercher, il y a beaucoup de choses à creuser, il y a beaucoup de choses à travailler, en fait. Quand on est dans toutes ces approches, en fait, et qu'on les regarde, on se dit, intellectuellement, c'est jamais des approches compliquées. Ça, c'est toujours la bonne nouvelle. Mais après, c'est vraiment, je fais les exercices, je mets en pratique, j'essaye, en fait, d'intégrer ça dans ma vie. C'est ça qui fait la différence, au final. Il n'y a rien d'autre. Exemple, quand on veut changer commencer à faire changer son schéma de pensée, la chose qui fonctionne la mieux, c'est de prendre un papier, un crayon et d'écrire ses pensées. Ça, c'est vraiment la chose qui fonctionne le mieux, mais vraiment. D'une part, parce que ça m'oblige à formuler ma pensée le plus clairement possible. D'autre part, parfois, quand je regarde ma pensée, je me dis « Ah non, pas possible. Pas possible que tu aies écrit ça. Pas possible que ça te stresse à ce point-là. » Et ensuite, une fois que j'ai écrit ma pensée, de commencer à avoir des alternatives, justement. Et c'est quelque chose que je ne peux pas faire si je ne l'ai pas écrit. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne. Oui, il y a des TED Talks, notamment de Martin Seligman. Oui, il y a un cours sur Coursera également qui est très bien. Il y a un cours sur Coursera, oui, il y a plein de choses.
Une question aussi, est-ce qu'il y aura des séances à distance et quand aura lieu la prochaine séance? Je ne sais pas si ça s'adresse à nous ou à Michel, effectivement. En fait. Alors, si ça s'adresse à Maria et moi, on fait régulièrement des séances à distance et la prochaine aura probablement lieu en septembre. Alors ensuite, on a une question de Magali Michel qui n'est pas sûre d'avoir compris la dimension 1 de l'optimisme sur lequel je n'ai pas prise. De quoi parle-t-on? La première dimension de l'optimisme sur laquelle je n'ai pas de prise, c'est la dimension dispositional. En fait, c'est la dimension, quand je vois une situation, est-ce que je me dis, comment je vois le verre? Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et ça, c'est quelque chose, j'ai pas beaucoup de prise là-dessus. C'est quelque chose qui va m'apparaître de manière automatique, quoi. C'est pour ça aussi qu'on n'en a pas parlé beaucoup, parce que c'est la deuxième dimension, la dimension explanatory est beaucoup plus intéressante parce que c'est une dimension à partir de laquelle on peut travailler. Ce qui nous intéresse dans ces approches, c'est de pouvoir travailler, c'est de pouvoir faire évoluer les choses. Et la première dimension ne le permet pas vraiment. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions et qu'on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup, Michel. C'était passionnant. Merci, Michel. Merci à tous pour votre participation.